Première édition de Journal sur la chaîne de développement. Bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres. Ce 20 décembre, c'est la journée mondiale de la solidarité humaine. La solidarité humaine, un élément essentiel pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Au-delà de son caractère de remise en forme, le sport réunit les peuples et renforce les liens entre les personnes qui le pratiquent. Quelle est la place de la pratique sportive dans l'intégration sociale? On en parle. Enfin, la reforestation est aujourd'hui une solution pour lutter contre les changements climatiques. Planter autant d'arbres que possible et quand un arbre devient gênant, avant de l'abattre, certaines conditions sont requises. La solidarité humaine est essentielle pour le développement et la croissance. Ce 20 décembre lui est dédié. En choisissant ce jour, les Nations Unies veulent faire prendre conscience de l'importance de la solidarité en vue d'éradiquer la pauvreté. Une journée pour célébrer, entre autres, notre unité dans la diversité et rappeler aux dirigeants de respecter les engagements internationaux. Lucrèce Amoussoui, Alessandra Diot. Selon moi, d'abord, c'est l'une des bases de la vie. La solidarité est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Elle est cette disponibilité à accompagner son prochain, son vis-à-vis. C'est d'abord s'entraider entre êtres humains, camarades dans la vie. Quand quelqu'un, un proche a besoin de toi, tu dois l'aider. Okay. Selon moi, la solidarité, c'est être à la disponible de quelqu'un. Quand il est en difficulté, de lui venir en aide. Ce n'est pas seulement l'aide financière. Même si je n'ai pas des moyens à aider mon prochain, peut-être je peux prier pour lui ou l'indiquer et des personnes aller dans une ONG pour qu'on l'aide. Pour moi, la solidarité, c'est tout d'abord une sorte de fraternité qui vous pousse à tout donner pour les autres, qui vous pousse à aider les autres. Et quoi qu'en soit le besoin. Solidaire, mais on ne peut jamais solidaire à 100%. Je suis quand même. Si justement, dans sa conception, la solidarité est bien perçue, dans la pratique, cette disponibilité à accompagner son prochain s'observe de moins en moins. Achille Sodegla, chercheur au laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement, l'ARED, explique. Cette solidarité humaine est passée ou a évolué de la solidarité mécanique à ce que nous appelons de solidarité organique, où c'est chacun pour soi dans la solidarité, où c'est l'individualisme dans la solidarité. Oui, je te soutiens, je t'accompagne, mais il faudrait d'abord le moi d'abord. Cette situation n'est pas anodine. Elle tire son essence de l'évolution de la société. Il faut reconnaître que de plus en plus, nous sommes face à une société où la méfiance a pris le pas, où la confiance en son vis-à-vis, on perd beaucoup plus, de plus en plus cette confiance. On dit que ce sont les personnes que vous avez le plus accompagnées. Malheureusement, il se fait que ce sont ces personnes qui deviennent plus tard vos ennemis. On voit parfois jusqu'à hésiter pour dire « Et pourtant, j'étais accompagné hier, mais voilà, j'ai en difficulté, voilà comment tu m'as... » Non. Comme ça, on ne donne plus un sens à cette solidarité, mais on est en train de torturer la solidarité. On doit accompagner sans attendre forcément un retour, de façon physique. Mais soyons sûrs que d'une manière ou d'une autre, une autre personne va le rendre plus tard. Se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Et quand on parle de solidarité, le sport est un phénomène social moderne basé sur le fair play et qui est porteur de valeurs universelles. Au-delà de son bienfait pour l'organisme, il apparaît de plus en plus comme un vecteur d'intégration sociale puisqu'il permet aujourd'hui de pratiquer une activité d'apprentissage de la vie en société et constitue un atout d'intégration sociale. Suivons cet élément pour mieux comprendre. L'instant d'une matinée dominicale, ces hommes et femmes de différents âges sont rassemblés pour un idéal, le maintien de la forme physique à travers des exercices sportifs. Mais pour cette communauté, au-delà d'un simple moyen d'entretien, le sport est un creuset d'échange et de socialisation. Et des avertis en parlent.
Nous faisons le sport pour le bien-être physique. Nous faisons le sport pour le bien-être mental et nous faisons le sport pour la socialisation. Et parlant de la socialisation, quand on se retrouve en sportif, on échange, on communique et on trouve des solutions aux difficultés qui minent certainement la population. Donc, je dirais un creuset d'échange, le sport. Quand tu fais le sport, la maison se porte très bien, la famille se porte très bien. Et tu as des rencontres, des échanges dans tes sports. En tout cas, c'est un grand creuset, le sport. Le sport permet de s'exprimer, de se libérer des agressivités envers les autres et de lutter contre le repli sur soi. Il occasionne ainsi des rassemblements de masse et des manifestations qui offrent de véritables moments de convivialité et de partage entre individus. Ces hommes et femmes l'ont si bien compris et ne ratent jamais une messe sportive en communauté. Faire du sport, c'est vraiment très important. D'abord pour la santé d'abord. Et de deux, ça nous permet de s'évader, ça nous permet aussi de consolider les amitiés et aussi rester dans des groupes, c'est très important. Le sport, en fait, c'est un truc qu'il faut vraiment penser au cœur. Et je demande aujourd'hui à mes soeurs, à mes mamans, que vraiment, si tu pratiques le sport, c'est que tu économises tes sous, non seulement tu te portes bien, mais tu évites d'aller à la pharmacie pour aller gaspiller ton argent pour rien. Au-delà de ses bienfaits pour l'organisme, le sport supprime de façon indirecte les différences entre les classes sociales des individus, surtout chez les jeunes. Il est une activité d'apprentissage de la vie en société et de réintégration. Pour des spécialistes, psychologiquement, le sport peut former aux obstacles de la vie courante. Il apparaît donc comme un vecteur d'intégration sociale permettant à chacun de se découvrir des talents à mettre au service de la communauté. On change de registre pour parler environnement. La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui une préoccupation pour tous. La reforestation, voilà ce qui est proposé pour atténuer les effets de ce phénomène. Mais si un arbre devient gênant, ne faudrait-il pas l'abattre? L'abattage des arbres est-il interdit? Sinon, dans quelles conditions faut-il le faire? Un spécialiste des eaux et forêts nous propose des réponses. On ne dira pas qu'il ne faut pas du tout abattre les arbres. Ce n'est pas possible parce que toute la vie de l'homme tourne autour de l'arbre. Et on en a besoin sur tous les plans, depuis le bébé du berceau jusqu'à l'enterrement au cercueil. Donc à un moment donné, il faut les abattre, mais seulement il faut les abattre dans des conditions données, des conditions prévues par les textes de la République. Et pour ce faire, à chaque fois qu'il s'agira d'abattre normalement un arbre, il y a une demande, il y a des formalités à faire au niveau de l'administration forestière. Même si c'est chez vous, même si c'est un arbre que nous vous avons sensibilisé par exemple à planter devant votre maison, que ce soit à l'intérieur même de votre cour, au moment de l'abattre, vous êtes obligé de vous rapprocher encore de l'administration forestière pour faire la demande et nous allons voir avec vous quelles sont les motivations qui vous amènent à vouloir abattre ces arbres en ce moment. Et si nous ne voyons pas ces motivations pertinentes, nous allons vous suggérer d'autres approches pour pouvoir préserver l'arbre. Il ne faut pas abattre un arbre, peu importe son âge. Un arbre sur une cour ou bien devant un portail, ça, on peut l'abattre quand à un moment donné, ça ne commence pas à gêner. Et que ce soit la toiture, que ce soit un danger de chute sur un bâtiment ou que ce soit pour aménager, pour construire. On peut abattre en ce moment, quel que soit l'âge. Mais si c'est une plantation que vous avez installée, avant d'abattre cet arbre, il faut requérir l'avis des techniciens que nous sommes au niveau de l'administration forestière parce qu'il faut voir avec vous quels sont vos objectifs sylvicoles. Les objectifs sylvicoles, ça veut dire quoi? Au moment où vous voulez planter, mettre en place votre plantation, quel est l'objectif que vous visez? Est-ce que vous visez juste de reboiser pour l'embellissement? Est-ce que vous visez de reboiser parce que vous voulez les utiliser après pour faire des meubles? Ou bien vous visez de planter ces arbres pour pouvoir les vendre après comme des bois de service ou bien des bois énergie? Donc nous vérifions tout ça avant de vous accorder une autorisation et nous vous conseillons.
Hors du Bénin, la Banque africaine de développement accorde un prêt au Sénégal pour désenclaver les zones agricoles et minières au nord du pays. Les travaux concernent la construction de 483 km de routes sur plusieurs sections. Le programme inclut également la réalisation des aménagements intégrés constitués de voiries et de pistes rurales, d'infrastructures socio-économiques et marchandes et des appuis au groupement de femmes et de jeunes. La zone d'intervention du programme abrite une population estimée à 2,9 millions d'habitants en 2019, constituée pour moitié de femmes. Et puis la Côte d'Ivoire attend le retour du Djidji Ayokwe, un tambour parleur ébrié. Le gouvernement a fait une demande de restitution officielle à la France en juin 2019. Cette pièce unique de 3,50 m de long est confisquée en 1916 par les colons français. Voilà 105 ans que le tam-tam parleur a cessé de résonner sur le district d'Adjamé à Abidjan. En 1916, l'administration coloniale confisque l'objet aux Atchans, communauté autochtone de la Lagune. Membre actif des Atchans, Louis-Jacques connaît bien le fonctionnement du tambour. Lorsqu'on entend le son, dans un rayon de 12 km, systématiquement les gens se rassemblaient. Les Bidjan, c'est 7 villages qui constituent la patrie Bidjan. Lorsqu'il y a une grande réunion des responsables de tous ces villages, c'est le tam-tam parleur qui annonçait l'événement. Dans le village Atchan d'Adjamé, le doyen à qui revient la charge du tambour salue les décisions d'Emmanuel Macron tout en modérant son enthousiasme. Nous allons l'accueillir avec joie, mais il ne va pas jouer le même rôle. Il ne va pas plus jouer le même rôle. Aujourd'hui, c'est un beau souvenir pour nous, c'est tout. Un beau souvenir. C'est le musée des civilisations de Côte d'Ivoire qui lui donnera son nouveau rôle. La directrice du lieu a déjà prévu de marquer son retour avec une exposition. Et donc le Djidji Ayokwe sera ici. Le plus important, c'est comment la population accueille cet objet qui lui a été confisqué, qui lui a été volé. Sur les 148 œuvres demandées par la Côte d'Ivoire en 2018, seul le retour du tambour parleur a été annoncé. La directrice du musée y voit un bon début, mais reste ferme sur la demande de la Côte d'Ivoire. C'est un choix délibéré des autorités nationales ivoiriennes de demander dans un premier temps un objet symboliquement. Nous ne nous précipitons pas, mais nous voulons montrer à tout le monde que la Côte d'Ivoire est résolue à réclamer ses biens culturels. Malgré les annonces d'Emmanuel Macron, la loi rendant possible le retour de l'œuvre n'a pas encore été votée par le Parlement français. Les Ivoiriens vont sans doute devoir attendre la fin des prochaines échéances électorales françaises d'avril 2022 avant de pouvoir voir le tambour restitué. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.